Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 14e semaine de 2026, dans la vie de l'Union, Eurostat publie les chiffres de l'inflation dans la zone euro. La Commission européenne se penche sur la mise en œuvre de la clause de défense mutuelle européenne et le parquet européen demande la levée de l'immunité de 11 députés grecs. Dans le club des 27, l'Allemagne reçoit le président syrien, l'Espagne renforce son opposition à la guerre en Iran et l'influence du gouvernement hongrois sur la campagne des législatives est de plus en plus évidente. Et chez nos chers voisins, des municipales mouvementées en Serbie et une tournée dans les pays du Golfe pour Volodymyr Zelensky. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Économie. L'inflation devrait s'installer dans la zone euro. Eurostat a publié les données officielles pour le mois de mars et l'impact de la guerre en Iran se fait déjà sentir. Au mois de mars, l'inflation a augmenté de 2,5% et l'incertitude sur la durée du conflit fait craindre une hausse des prix durables dans la zone euro. De février 2025 à février 2026, Eurostat observe une inflation d'1,9%, bien en dessous des projections d'experts qui prévoyaient 2,7%. L'inflation volatile, c'est-à-dire sur les énergies et les denrées alimentaires, qui sont beaucoup plus sensibles aux changements économiques, avait baissé de 2,4% à 2,3%. Toujours entre février 2025 et février 2026, c'est-à-dire avant la guerre en Iran. Alors que l'économie européenne retrouvait tout juste une économie stabilisée, qui n'attendait plus que la relance de la consommation pour repartir, la guerre en Iran a fait exploser les prix de l'énergie. Le prix du baril de Brent a augmenté de 50% en mars et dépassé les $100 le baril, et le gaz a bondi de 70%. La Banque centrale européenne est en alerte maximale et prépare déjà plusieurs scénarios selon que la guerre dure plus ou moins longtemps. Pour la première fois depuis 3 ans, les ministres de l'énergie des 27 se sont réunis en visioconférence. Le commissaire européen à l'énergie, Dan Jorgensen, alerte sur le fait que le conflit influence la volatilité des prix sur les marchés européens et demande au ministre de l'énergie de prendre des dispositions visant à réduire la demande pour desserrer la pression sur les prix. Le commissaire européen à l'économie, Valdis Dombrovskis, n'est pas plus rassurant en disant que l'inflation pourrait atteindre 3% sur l'année 2026 et la croissance pourrait être bien inférieure à 1% avec un risque de stagflation. Défense. La Commission européenne veut préparer les 27 au déclenchement d'une clause de défense mutuelle. Le fait que Chypre soit touché par des attaques de drones au début du mois de mars a bousculé les 27 qui se sont posé la question des modalités de déclenchement des clauses de défense mutuelles. Oui, vous avez bien entendu, des clauses mutuelles, puisque outre le très connu article 5 du traité transatlantique, le traité de Lisbonne a intégré une clause de défense mutuelle au traité sur l'Union européenne dans son article 42, paragraphe 7. Face aux menaces de plus en plus présentes auxquelles sont sujets les États membres, mais aussi suite aux multiples déclarations de Donald Trump qui menacent très clairement de laisser tomber l'OTAN, le Service européen d'action extérieure, le SEAE, le service diplomatique de l'Union européenne, s'est lancé dans la rédaction d'un guide à destination des États membres sur la mise en œuvre de l'article 5 du traité transatlantique, de l'article 42 paragraphe 7 du TUE, ou les deux, pour lesquels les États membres seront directement impliqués dans la construction du document final. Le SEAE chercherait à inclure les ressources pouvant être mises à disposition au niveau européen. Les administrations nationales seront mises à contribution avec l'envoi de plusieurs scénarios pour tester les façons de réagir de chacun des États membres afin d'en tirer les meilleures pratiques et ajuster la mise en œuvre de la clause de défense mutuelle. Le président chypriote Nikos Christodoulides, dont le pays assume actuellement la présidence tournante du Conseil de l'UE, souhaite aborder le sujet lors de la prochaine réunion du Conseil européen.
Chypre n'est pas membre de l'OTAN, la faute à la division de l'île qui l'empêche de sortir de sa neutralité. 3 autres États membres ne font pas partie de l'OTAN, l'Autriche, l'Irlande et Malte. Lors de l'attaque de drones à l'encontre de Chypre, plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, ont envoyé des moyens militaires dans le cadre d'accords bilatéraux avec Chypre. L'intérêt de questionner le champ de la clause de défense mutuelle européenne est de se préparer au pire des scénarios. À plusieurs reprises, la menace russe a été évoquée par les États baltes depuis 2022 sans que cela ne déclenche de discussion sur la clause. La clause n'a été déclenchée qu'une seule fois par la France en 2015 suite aux attentats de Paris, lui permettant de renforcer la coopération avec d'autres renseignements européens, de disposer d'un soutien logistique et d'un échange d'expertise sur la lutte antiterroriste. Justice. Le parquet européen demande la levée d'immunité de plusieurs députés grecs soupçonnés d'avoir favorisé le détournement de fonds agricoles européens. Cela fait près d'un an que cette affaire secoue la classe politique grecque, mais désormais, la pression monte d'un cran. Début 2025, le parquet européen a ouvert une enquête pour une suspicion de fraude massive aux fonds agricoles européens en Grèce. Petit rappel des faits, depuis 2018, 324 personnes sont soupçonnées de fraude massive et de blanchiment d'argent. Elles auraient frauduleusement déclaré des terres agricoles et des pâturages qui n'étaient pas à eux ou qui n'existaient tout simplement pas. Ils sont ingénieurs, serveurs, DJ ou d'un autre emploi qui n'a rien à voir avec l'agriculture et pourtant, ils ont pu obtenir des prêts de l'Union européenne destinés à l'agriculture pour des déclarations aussi farfelues qu'une propriété de culture de bananes sur le mont Olympe, une oliverie sur un aéroport militaire ou encore un pâturage situé sur un site archéologique. Les faits visés par l'enquête remontent à 2021. Dans une fraude d'une telle ampleur, impossible que les autorités ne soient pas au courant, et c'est bien le problème pour le parti au pouvoir, le parti conservateur Nouvelle Démocratie, au gouvernement depuis 2019. L'agence en charge du versement des fonds européens, l'OPKP, a été placée sous l'autorité fiscale grecque en mai 2025 avant d'être dissoute en décembre dernier. Le parquet européen estime le préjudice total à 20 millions d'euros. Mercredi 1er avril, la procureure générale européenne, Laura Kodroutsa-Kövesi, a demandé au Parlement grec de lever l'immunité de 11 députés grecs. L'enquête vise aussi 5 anciens députés et l'ancien ministre du Développement rural et de l'Alimentation, Spilios Livanos, ministre de début 2021 à début 2022, ainsi que son vice-ministre, tous issus du parti Nouvelle Démocratie. Les anciens ministres sont couverts par la Constitution grecque et son article 86 qui leur accorde l'immunité dans leurs fonctions. La procureure générale européenne indique que plusieurs affaires sont en cours, ce qui laisse penser que l'ampleur de la fraude n'est pas encore totalement connue. Face à une telle demande, le gouvernement a qualifié la décision de la procureure générale européenne d'extrêmement grave. Vendredi 3 avril, le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, a annoncé un remaniement. 3 ministres sont sortis du gouvernement. Le ministre du Développement rural et de l'Alimentation, Kostas Tsiaras, est remplacé par l'ancien commissaire européen Margaritis Skinas. Ioannis Kefalogiannis, le ministre en charge de la crise climatique et de la protection civile, a été remplacé par Evangelos Tournas. Le vice-ministre de la Santé, Dimitrios Vartzopoulos, a été lui aussi remercié, mais n'a pas été remplacé. Ce scandale s'ajoute à celui des écoutes téléphoniques qui avaient jusque-là épargné le gouvernement, même si le neveu du Premier ministre était impliqué. Un tribunal a décidé de rouvrir le dossier pour retracer les responsabilités politiques. Mais il s'ajoute aussi à la catastrophe de Tempe en 2023, dans le nord du pays, où un train de marchandises et un train de voyageurs étaient entrés en collision, faisant 57 victimes. Le procès s'est ouvert et les familles des victimes reprochent le fait
qu'aucun responsable politique ne soit appelé à la barre des accusés. Une accumulation de scandales qui pousse les oppositions à demander des élections législatives anticipées, une demande rejetée par le Premier ministre. Les prochaines législatives auront lieu début 2027 et pour le moment, Nouvelle Démocratie reste en tête des intentions de vote avec 26,3%, suivi par les sociaux-démocrates du PASOK avec 12,2%. Même fragilisé par les scandales, Nouvelle Démocratie reste le parti le plus populaire du pays et pour l'instant reste incontesté tant l'opposition est fragmentée et en manque de leadership. Mais le chemin est encore long jusqu'aux législatives et bien des choses peuvent arriver. Il se murmure qu'Alexis Tsipras préparerait son retour avec un nouveau parti politique qui aurait l'intention de réunir les différentes forces progressistes. Passons désormais au Club des 27. Allemagne. Ahmed Al-Shahara en visite officielle en Allemagne pour la première fois. Lundi 30 mars, le président syrien Ahmed Al-Shahara effectuait son tout premier séjour en Allemagne depuis son arrivée au pouvoir. Un voyage placé sous le signe de la reconstruction, de discussions diplomatiques autour de la situation géopolitique dans le Golfe et du retour des Syriens réfugiés en Allemagne. Le président syrien devait rencontrer de nombreuses personnalités, le chancelier Friedrich Merz, le président de la République Frank-Walter Steinmeier, mais aussi le ministre des Affaires étrangères Johann Wadephul, la ministre de l'économie Katharina Reiche, la ministre de la coopération économique et du développement Rehem Alabali Radovan et le ministre de l'Intérieur Alexander Dobrindt. Le séjour était aussi l'occasion de s'entretenir avec des fleurons de l'industrie allemande. Friedrich Merz veut profiter de l'opportunité pour nouer des liens politiques et économiques et damer le pion à la Russie et la Chine qui tentent de s'implanter dans le pays libéré depuis 1 an du joug de Bachar el-Assad. La priorité pour Friedrich Merz est évidemment le retour des réfugiés. Il espère renvoyer 800 000 d'entre eux vers la Syrie, soit 80% des Syriens qui ont demandé refuge en Allemagne. Un chiffre qui paraît extravagant, mais qui est dans la droite ligne de ses promesses de campagne sur l'immigration. Friedrich Merz joue la surenchère en pensant pouvoir devancer l'extrême droite et la faire refluer. Mais sa promesse se heurte à la réalité. Sur le million de Syriens qui se sont réfugiés en Allemagne, ils ne se sont pas bousculés pour demander l'aide au retour vers la Syrie. En un peu plus d'une décennie, la plupart d'entre eux ont refait leur vie, trouvé un travail, fondé une famille et même parfois entrepris les démarches de naturalisation et obtenu la nationalité allemande. Entre 2016 et 2024, 244 000 Syriens sont devenus des citoyens allemands. Et la situation de la Syrie actuelle ne fait pas vraiment rêver, un pays à reconstruire entièrement et qui est encore vulnérable vis-à-vis de ses voisins. Sans oublier que la vieillissante Allemagne commence à manquer de bras pour faire tourner l'économie. La Fédération des hôpitaux allemands estime le nombre de médecins syriens à 6 000, sans compter les métiers paramédicaux. Plus de 60% des Syriens arrivés en 2015 et en âge de travailler occupent aujourd'hui un emploi contre 70% pour la population allemande. L'objectif du retour de 800 000 Syriens semble fantaisiste et même au sein du gouvernement, on redoute le retour de bâton, même s'il a relativisé son propos en disant que ceux qui se sont intégrés pourraient rester. L'opinion publique a la mémoire des chiffres et si le gouvernement fédéral ne remplit pas sa promesse, cela profitera à l'AfD. Le parti d'extrême droite a profité de la venue du président syrien pour demander l'expulsion de tous les Syriens sur le champ. Dans l'optique des retours, Ahmed Al-Shahara a rencontré le ministre de l'Intérieur allemand, Alexander Dobrindt, pour permettre le retour rapide des Syriens ayant eu des démêlés avec la justice. L'autre priorité du gouvernement allemand est de participer à la reconstruction de la Syrie, un pays ravagé par 14 ans de guerre et qui souffre encore de conflits internes. L'Allemagne a promis une enveloppe de 200 millions d'euros pour la reconstruction
en 2026 et l'ouverture de bureaux à Damas pour la KfW, la Banque de développement, et la GIZ, l'agence allemande de développement. Le président syrien a pu rencontrer des industriels allemands, notamment les patrons de Knauf et de Siemens Energy, entre autres. Ahmed Al-Shahara a pu discuter avec les industriels pour leur faire part des besoins de la Syrie en investissement. Mais le secrétaire général de la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH, rappelle que la priorité absolue est de rétablir un ordre politique compatible avec les standards internationaux de démocratie. Il rappelle que ce sera la reconstruction politique qui assurera la protection de tous et un environnement sûr pour les investissements étrangers. Espagne. Le gouvernement empêche les États-Unis d'utiliser l'espace aérien espagnol dans sa guerre contre l'Iran. Au début du mois de mars, Pedro Sánchez avait déclaré non à la guerre et avait annoncé dans la foulée que le gouvernement espagnol interdisait à l'armée des États-Unis d'utiliser les bases militaires américaines à Rota et Morón de la Frontera. Désormais, le gouvernement espagnol annonce l'interdiction pour les avions américains impliqués dans l'offensive en Iran d'emprunter l'espace aérien espagnol, obligeant les appareils américains à faire un détour par le détroit de Gibraltar. Le ministre de l'économie et vice-président du gouvernement, Carlos Cuerpo, rappelle que l'offensive américaine est un acte unilatéral qui va à l'encontre du droit international. Cette interdiction s'applique même pour les avions stationnés dans d'autres États européens comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Seuls les avions impliqués dans la logistique pourront passer par l'espace aérien espagnol. La ministre de la Défense, Margarita Robles, déclare que l'interdiction d'entrer dans l'espace aérien pour les avions d'attaque américains était implicite lorsque Pedro Sánchez avait déclaré que l'Espagne interdisait l'utilisation des bases américaines en Andalousie pour l'offensive en Iran et que l'administration Trump en avait été informée dès le premier jour. Carlos Cuerpo précise que les décisions espagnoles n'ont pour l'instant pas affecté les relations bilatérales avec les États-Unis depuis le début de la guerre. Après l'interdiction d'utiliser les bases andalouses, Donald Trump avait menacé l'Espagne de sanctions commerciales. La France a elle aussi annoncé avoir interdit l'entrée dans l'espace aérien français, assurant que seuls les avions logistiques seraient acceptés sur la base d'Istres. Donald Trump s'est encore une fois fendu d'une déclaration regrettant le manque de coopération de la France et des pays européens membres de l'OTAN. Le président américain a même menacé de quitter l'OTAN, regrettant le manque de soutien des Européens dans l'offensive en Iran, les qualifiant de lâches pour ne pas avoir participé à la sécurisation du détroit d'Ormuz. Hongrie. Ingérence éditoriale d'Euronews et un enregistrement confirment la collaboration étroite de Ziarto avec la Russie. C'est une première depuis l'ouverture du bureau d'Euronews à Budapest il y a 13 ans. Le très expérimenté journaliste Gabor Tanács, un des fondateurs du bureau hongrois de la chaîne, s'est offusqué de la suppression de l'article qu'il avait produit concernant les entreprises en lien avec Viktor Orban. Il a qualifié la mise hors ligne de son article de violation manifeste de l'intégrité éditoriale. Malgré les demandes par mail de justification concernant la suppression de son article, il n'a reçu aucune réponse de sa rédaction. Ce qui est une pratique courante dans les médias hongrois détenus par des proches de Viktor Orban et proches du gouvernement, est alors une première chez Euronews. Les journalistes observent une augmentation des ingérences dans la presse au fur et à mesure que les législatives approchent. L'article de Gabor Tanács, publié le 27 mars, mentionnait le fait que les entreprises proches du pouvoir voyaient leur valorisation baisser, ce qui sous-entend que les actionnaires retirent leurs actifs en voyant que la fin politique de Viktor Orban s'approche. Le journaliste déclare qu'il n'a reçu aucune remarque lors de la relecture ni lors de la validation de l'article qui aurait justifié sa suppression. L'explication viendrait du fait que l'actionnaire principal d'Euronews est le fonds d'investissement portugais
Alpac Capital, dont le PDG n'est autre que Pedro Vargas David. Pedro Vargas David n'est autre que le fils de Mario David, ancien député européen portugais qui a connu Viktor Orbán alors qu'ils étaient au PPE. Par la suite, Mario David est resté ami avec Viktor Orbán jusqu'à le conseiller. En 2021, Pedro Vargas David entre au conseil d'administration de la société de télécommunications et d'informatique hongroise 4IG, position qu'il quittera fin 2025. En 2022, Alpac Capital a fait l'acquisition de Vodafone Hungary par l'intermédiaire de 4IG et de l'État hongrois. La société britannique des télécoms était très impliquée dans l'inclusion et notamment dans le financement de la Pride. Avec Vodafone et plusieurs autres acquisitions, 4IG devenait le principal concurrent de Magyar Telekom, le leader du marché. En 2022, Alpac Capital rachète Euronews avec l'aide de 4IG. Cette collusion entre la direction d'Euronews et le pouvoir hongrois est l'explication d'une telle censure en interne. Gábor Tanács avait déjà observé des contournements du bureau local par Euronews, mais c'est la première fois que son employeur le censure. Ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'Euronews est bénéficiaire de fonds européens alloués par la Commission européenne à hauteur de 12 millions d'euros, dont 3 destinés à la pluralité de l'information. Le directeur du bureau de Budapest, Attila Kert, a justifié la suppression de l'article par le fait que les liens entre Euronews et l'une des entreprises mentionnées n'a pas été divulgué et que le journaliste n'avait pas demandé aux entreprises concernées de commenter. Gábor Tanács a rappelé que son article se basait sur des informations d'autres médias. Autre dossier brûlant, un autre enregistrement concernant le ministre des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a fuité. Mardi 31 mars, le média d'investigation The Insider a publié l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre Péter Szijjártó et son homologue russe Sergei Lavrov. La conversation date du 30 août 2024 et révèle que le ministre hongrois prend des instructions de Moscou. Sergei Lavrov lui demande de formuler la requête de retrait de la liste des sanctions de Gulbahor Ismailova, la sœur de l'oligarque russo-ouzbek Alisher Ousmanov, ancien propriétaire du club de football anglais Everton Football Club et ancien président de la Fédération internationale d'escrime. Szijjártó promet de formuler la demande avec l'aide de son homologue slovaque. Le 14 mars 2025, elle est retirée de la liste des sanctions. Szijjártó accuse des services secrets étrangers de l'avoir mis sur écoute avec l'aide de journalistes hongrois. Une révélation qui ne va pas permettre de réchauffer les relations entre Bruxelles et Budapest. Passons enfin à la rubrique « Nos chers voisins ». Serbie, le président Vučić annonce la victoire de son parti dans des municipales anticipées émaillées d'incidents. Dimanche 29 mars, des élections anticipées avaient lieu dans 10 municipalités situées au centre du pays. Des élections qui faisaient figure de premier test pour le mouvement étudiant qui avait pour la première fois des listes de candidats et organisé un réseau d'observateurs pour surveiller la bonne tenue des scrutins. Dans ces 10 communes, 250 000 électeurs sont appelés au vote, soit 3% des 6 millions d'inscrits au niveau national. Ce ne sont donc pas des scrutins qui vont changer la face de la Serbie, mais qui donnent des indications. Pour cette campagne, les étudiants ont multiplié les porte-à-porte pour mobiliser les électeurs. Mais leurs efforts ont été vains. Les partisans du SNS, le parti progressiste serbe, le parti du président Vučić, s'en sont pris violemment aux observateurs, aux activistes qui soutenaient le mouvement étudiant et même des journalistes issus de médias indépendants. Dans la ville de Bor, une équipe mobile d'observateurs a été aspergée de gaz lacrymogène et blessée à la tête par un groupe de hooligans du SNS. Dans la même ville, une autre équipe mobile a été agressée alors qu'elle tentait de filmer des comportements suspects des partisans du SNS. Un journaliste du portail Revolt a été gravement blessé. À Kula, des hommes cagoulés
et armés de battes ont attaqué le mouvement étudiant rassemblé à proximité. L'ONG Tsurta dénonce des fraudes massives, des attaques physiques, des intimidations, ainsi que des arrivées organisées au bureau de vote et des atteintes multiples au secret du vote. Des violences que la police locale a laissé faire, protégeant même parfois les fauteurs de troubles. Autant de violations qui démontrent à quel point le régime de Vučić est aux abois. Le président Vučić s'est dépêché d'annoncer les résultats 2 heures après la clôture des bureaux en ironisant sur un 10-0 en faveur du gouvernement contre les étudiants et l'opposition. Lundi 30 mars, la commission électorale a publié les résultats. Le SNS récolte entre 49 et 72% des suffrages. Les étudiants dépassent 40% des suffrages dans plusieurs localités. D'après la télévision publique, la RTS, la participation oscillait entre 53 et 78%. Le président accuse les étudiants d'avoir harcelé et provoqué les partisans du SNS et d'avoir menacé les citoyens. La présidente du Parlement, Ana Brnabić, une proche de Vučić, accuse le mouvement étudiant d'avoir planifié une terreur organisée. Un renversement total de la réalité des faits relatés par les ONG. Le mouvement étudiant, de son côté, a noté une adhésion qui s'érode concernant la base électorale traditionnelle du SNS. Ukraine. Volodymyr Zelensky effectue une tournée fructueuse dans les pays du Golfe. Du 17 au 29 mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une tournée diplomatique dans les pays du Golfe. Une tournée qui l'a amené à rencontrer les dirigeants de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Jordanie et du Qatar. Des rencontres diplomatiques qui ont débouché sur des accords de défense de 10 ans avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Volodymyr Zelensky a affirmé qu'un accord semblable sera signé prochainement avec les Émirats Arabes Unis. Ce sont des accords cadres, c'est-à-dire qu'ils définissent les termes d'une future coopération qui se formalisera avec des accords ultérieurs. Aucun contrat d'armement n'a été signé, mais la guerre en Iran a bel et bien fait basculer la diplomatie de la région. Les missiles et drones iraniens ont souligné les vulnérabilités des défenses aériennes des pays du Golfe, qui sont par ailleurs alliés, pour la plupart, avec les États-Unis. Ces pays du Golfe ont globalement maintenu une certaine neutralité dans la guerre en Ukraine, pouvant condamner l'invasion russe, mais en ne cessant pas de faire du commerce avec la Russie. Les Émirats Arabes Unis sont même l'un des principaux points de chute des grandes fortunes russes qui veulent continuer à faire des affaires malgré les sanctions. En signant ces accords cadres, Volodymyr Zelensky profite de la guerre en Iran pour asseoir la place de l'Ukraine dans la diplomatie de la sécurité. La guerre en Ukraine a fait passer un cap à l'industrie de l'armement ukrainienne, qui est désormais l'une des industries de pointe concernant les drones intercepteurs. Pour le moment, l'industrie de l'armement ukrainienne n'est pas en capacité de produire de gros volumes à l'export, ce qui peut aussi expliquer le fait qu'aucun contrat n'ait été signé. L'occasion aussi pour le président ukrainien de partager son expérience de la sécurisation d'un corridor maritime en mer Noire, une expérience qui pourrait servir à débloquer le détroit d'Ormuz. Le rapprochement de l'Ukraine des pays du Golfe a provoqué la colère de l'Iran, qui accuse l'Ukraine de cobelligérance. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a rétorqué qu'aucun drone ukrainien ne s'était écrasé en Iran, alors que 60 000 drones iraniens ont été utilisés en Ukraine. Côté Union européenne, les diplomates du Service européen d'action extérieure, le service diplomatique de l'UE, sont dithyrambiques à l'égard de Volodymyr Zelensky. Ils qualifient la manœuvre diplomatique ukrainienne de coup de maître qui pourrait rapprocher diplomatiquement les pays du Golfe de l'UE, mais qui valide aussi le rôle grandissant de l'Ukraine sur les questions de sécurité. Des accords cadres qui pourraient déboucher sur une diversification des énergies ukrainiennes et des contrats à bon prix sur le gaz et le pétrole. Voilà,
c'est ainsi que s'achève la 14e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.